Après ces généralités, nous allons aborder maintenant le vieillissement de certains appareils. Donc là, on débute par l'appareil cardiovasculaire. Tout d'abord, un rappel anatomique. Il y a donc deux oreillettes, deux ventricules, donc, qui forment un seul cœur anatomique, mais sur le plan fonctionnel, on a en fait deux cœurs, puisqu'il y a le cœur droit qui récupère le sang pauvre en oxygène par les veines caves supérieures et inférieures. Le sang va passer dans l'oreillette droite, traverser la valve tricuspide, aller dans le ventricule droit, traverser la valve pulmonaire, puis aller dans le système pulmonaire pour que ce sang soit oxygéné. Donc c'est la petite circulation dans le poumon qui aboutit à l'oxygénation du sang. Le cœur gauche, lui, va récupérer le sang riche en oxygène, donc oreillette gauche, valve mitrale, ventricule gauche, qui est 4 fois plus volumineux que le ventricule droit, et qui, à travers le sang, après passer à travers la valve aortique, va aller se distribuer dans tout l'organisme, ce qui explique que le cœur gauche, donc le ventricule gauche, a un travail beaucoup plus important à faire, puisqu'il doit oxygéner l'ensemble de l'organisme, alors que le ventricule droit envoie simplement le sang dans les poumons. Donc, à partir du ventricule gauche, c'est la grande circulation, donc le sang artériel va aller jusqu'aux organes, tous les organes, puis vous avez le sang veineux pauvre en oxygène qui retourne au cœur droit par les veines caves, comme on l'avait dit. Par rapport au fonctionnement du cœur, vous avez deux temps de fonctionnement, donc la diastole, qui est le temps de remplissage ventriculaire, où les ventricules vont se relâcher pour être remplis justement de sang, et ensuite, dans un deuxième temps, les oreillettes qui vont se contracter pour se vider justement dans ces ventricules. Et puis vous avez la systole, qui est le temps de contraction des ventricules, où il y a éjection du sang dans la grande et la petite circulation. Donc ça, c'est pour le côté, je dirais, vasculaire. Donc, comme disaient mes maîtres, le cœur, il y a plomberie, électricité. Donc là, on a parlé de la plomberie. Pour l'électricité, vous avez une activité électrique du cœur. Donc le cœur a un stimulateur naturel, un pacemaker naturel. C'est quand il y a des défaillances qu'on va être amené à mettre en place un stimulateur ou un pacemaker, on va dire, artificiel. Mais le système, l'activité électrique naturelle du cœur avec le pacemaker naturel, c'est ce qu'on appelle le nœud sinusal, qui se trouve dans l'oreillette droite, qui est un centre qui va envoyer un influx électrique, qui va traverser le tissu cardiaque pour arriver à un deuxième relais qui s'appelle le nœud auriculo-ventriculaire. Alors, entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire, il n'y a pas vraiment de faisceau, c'est-à-dire on va dire de câble électrique pour être schématique. Cet influx électrique va diffuser dans le tissu cardiaque. On donne l'exemple d'un liquide ou de l'eau qui diffuse dans du sopalin, dans un essuie-tout. Ça diffuse de proche en proche entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. À partir du nœud auriculo-ventriculaire, il y a, on va dire, des câbles, entre guillemets, des câbles électriques. Il y a un faisceau qu'on appelle le faisceau de His, avec 3 branches qui vont conduire l'influx électrique, un à droite et 2 à gauche. Le ventricule gauche est plus gros, donc nettement plus gros, donc il y a une logique. Il a besoin, lui, de 2 branches, alors que le ventricule droit a besoin d'une seule branche. Donc il y a 2 branches à gauche, une branche qu'on appelle antérieure et une autre qui s'appelle postérieure. Voilà pour le rappel anatomique. Qu'est-ce qui se passe au niveau du vieillissement cardiaque? On constate avec le vieillissement normal une augmentation de la masse cardiaque et de l'épaisseur pariétale du ventricule gauche, c'est-à-dire de la paroi du ventricule gauche. Donc, le ventricule va avoir plus de mal à se relâcher. Donc, il y a des troubles de la relaxation ventriculaire, ce qui va donner une altération du remplissage diastolique précoce, puisqu'au repos, le ventricule est censé se relâcher pour faire un peu un appel du sang, d'une partie du sang qui se trouve dans l'oreillette. Comme le ventricule va moins se relâcher, ça va donner plus de boulot à l'oreillette. Pour compenser, l'oreillette va plus travailler, ce qu'on appelle la contribution auriculaire au remplissage tardif, puisqu'en fin de diastole, on avait dit que l'oreillette finit d'une certaine façon de se contracter à fond, de s'essorer pour se vider dans le ventricule. Donc cette contribution auriculaire lors du remplissage, elle va passer de 20% à 30 ans à 40% à 80 ans. Et à force, ça va entraîner une augmentation de la taille des oreillettes, avec des conséquences l'on va voir tout à l'heure. Ça fait partie encore une fois du vieillissement normal.
La deuxième chose, c'est que la réponse cardiaque à l'effort du sujet âgé est très différente de la réponse chez le sujet jeune. Chez le sujet jeune, en cas de nécessité d'effort, vous avez l'adrénaline qui va être sécrétée et qui va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Ce qu'on constate avec le vieillissement, c'est qu'il y a une désensibilisation adrénergique. L'adrénaline marche moins bien sur les récepteurs. Et donc, l'augmentation de la fréquence cardiaque du sujet âgé est moindre à l'effort. Et donc, quand on va avoir besoin de plus d'oxygène, la seule façon dont les sujets âgés vont s'en sortir, c'est d'augmenter le volume, puisque le débit, c'est la fréquence par le volume. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire pour augmenter le volume? Tout simplement, mise en jeu de l'étirement des fibres myocardiques, c'est-à-dire que ces fibres musculaires cardiaques vont s'étirer au maximum pour qu'à chaque battement cardiaque, il y ait plus de volume. Encore une fois, vu que la fréquence, l'augmentation de la fréquence est moindre, pour compenser, on va essayer de s'étirer au maximum pour obtenir à chaque fois un volume supérieur pour que finalement le volume multiplié par la fréquence, encore une fois, le débit soit plus important. Concernant l'activité électrique du cœur, qu'est-ce qui se passe? Donc la dilatation-étirement des oreillettes favorise la survenue de troubles du rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que justement, l'étirement, l'augmentation de la taille de l'oreillette va faire que le tissu cardiaque va se déformer et la conduction du signal électrique à travers ce tissu cardiaque va moins bien se faire. Et en plus, d'autre part, lors du vieillissement, ils vont se déposer des calcifications, des petits bouts de calcium, dans le muscle cardiaque. Ça fait partie du vieillissement normal du cœur. Et ces calcifications peuvent venir se placer sur les branches du faisceau de His, donc se mettre au niveau des câbles électriques et gêner le passage justement de l'influx électrique. En particulier, ça arrive à droite, c'est ce qu'on constate avec le vieillissement, et d'où des troubles, ce qu'on appelle de la conduction, ce qu'on appelle un bloc de branches, donc l'influx électrique ne va pas parvenir jusqu'aux ventricules, et donc les ventricules vont battre soit à un rythme différent, soit battre une fois sur deux ou une fois sur trois, ce qui va entraîner des problèmes au niveau du débit cardiaque. Au niveau du système artériel, donc on a vu la pompe, le cœur, maintenant, quand on dit cardiovasculaire, donc c'est cœur et vaisseau, donc on va regarder au niveau des vaisseaux. Donc vieillissement du système artériel, vous avez une augmentation de la rigidité artérielle par altération des fibres élastiques et rigidification du collagène. Donc les artères sont plus rigide avec l'âge. Vous savez, il y a la fameuse expression, on a l'âge de ses artères, c'est ça. Plus on est âgé, plus les artères sont rigides, ce qui explique aussi, bien sûr, l'augmentation de la prévalence de l'hypertension artérielle, puisque la tension, c'est quoi? C'est le contenu, le sang, le plasma, et le contenant, les vaisseaux qui vont s'adapter pour maintenir une certaine tension, une certaine pression. Et vous comprenez, quand il y a plus grande rigidité des artères, il y a plus de tension, moins d'adaptabilité. Donc avec les antihypertenseurs, on va essayer de corriger ce problème en agissant sur les muscles qui sont dans la paroi des artères. Il y a également une perte de l'élasticité de la paroi veineuse, d'où une dilatation et une stase veineuse, des varices, des œdèmes des jambes. Mais il faut comprendre que dans les veines, il n'y a pas de muscle dans la paroi des veines. Donc c'est comme un élastique sur lequel vous tirez 10 fois, 100 fois, 1000 fois, au bout d'un moment, cet élastique il se relâche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un déremboursement de ce qu'on appelle les vénotoniques qui pendant des années ont enrichi les laboratoires pharmaceutiques alors que on a du mal à comprendre comment ça agit, puisqu'il n'y a pas de muscle dans les parois des veines, encore une fois. Un traitement efficace de l'insuffisance veineuse, c'est des traitements mécaniques comme les bas de contention. Mais au point de vue médicamenteux, restaurer l'élasticité des veines, moi je ne vois pas très bien comment. Maintenant, nous allons aborder le vieillissement de l'appareil respiratoire. Donc, d'abord, les modifications anatomiques et physiologiques liées au vieillissement. Encore une fois, on parle du vieillissement normal. Donc, d'abord, la fonction nasale, il y a plus de sécrétion au niveau des fosses nasales, ce qu'on appelle une rhinorrhée, avec une diminution de la perméabilité obligeant à respirer par la bouche. Et le fait de respirer par la bouche va entraîner une déshydratation, en particulier de l'arbre bronchique, donc des bronches. Vous avez également une diminution de la capacité de la muqueuse nasale à purifier l'air inspiré, ce qui laisse passer plus de virus, de bactéries par exemple. Donc une moins bonne capacité de tout ce qui est ORL, la muqueuse ORL, à se défendre.
Vous avez également une diminution de l'élasticité du poumon, hein, tout comme les artères sont plus rigides, le poumon est plus rigide, et surtout la cage thoracique est plus rigide par calcification des cartilages costaux, hein, les cartilages qui unissent les côtes entre elles, et une diminution de la compliance de l'ensemble, c'est-à-dire de l'élasticité. Donc, il y a une baisse de l'efficacité de la toux. Tout simplement que quand vous toussez, il y a une surpression qui fait que la cage thoracique va s'écarter, hein, d'une façon élastique, puisqu'il y a des cartilages, et vous allez avoir un mouvement de retour de la cage thoracique à sa position initiale, et justement, c'est ce jeu, c'est ce balancement qui va permettre d'expectorer, de se dégager, hein. Et donc, vu que la cage thoracique est plus rigide, la toux sera moins efficace. Autre élément, les muscles respiratoires, il va y avoir une diminution de l'endurance, hein. La force est inchangée, mais le sujet âgé va fatiguer plus vite à force d'hyperventiler, c'est-à-dire de respirer d'une façon rapide, hein, et de mettre en jeu ses muscles respiratoires. Donc il va fatiguer plus vite, il va faiblir plus vite, donc il va avoir besoin d'oxygène plus vite qu'un sujet plus jeune. Par rapport à la forme et la structure pulmonaire, il y a aussi une augmentation du diamètre du thorax, qu'on appelle le diamètre antéro-postérieur, c'est-à-dire entre l'avant et l'arrière, hein. Il y a une accentuation de la syphose dorsale, c'est-à-dire de la courbure de la partie supérieure de la colonne vertébrale, ce qui fait qu'on va avoir un thorax, on appelle ça en cloche, et cette forme aussi du thorax diminue l'efficacité de la toux, hein, parce que le thorax pourra moins se déformer, hein, de façon globale lors d'un effort de toux, et il y aura moins cette élasticité et ce retour à la position initiale avec une certaine marge qui va entraîner une pression de retour et permettre de se dégager. Au niveau des bronchioles, des conduits alvéolaires, donc des bronches, hein, il y a une augmentation. Il y a une dilatation qui fait que ça va augmenter, hein, le diamètre va augmenter, et une diminution de la mobilité des cils vibratiles. Alors les cils vibratiles, c'est très important, ce sont des cils qui sont au niveau de la paroi des bronches, des bronchioles, et ces cils vont remonter progressivement toutes les impuretés qui peuvent arriver dans les poumons, hein, jusqu'à l'arrière-gorge, et puis on va avaler toutes ces impuretés sans se rendre compte, et ça va aller effectivement dans l'acidité gastrique, et ça va être détruit, hein. On ne se rend pas compte, mais avec ce travail des cils vibratiles, nous déglutissons plusieurs fois par jour, et tout simplement, c'est le produit de tout ce qui a été remonté par les cils vibratiles qui va dans le tube digestif et qui est détruit. Donc, ces cils vibratiles sont moins mobiles, sont moins efficaces, donc les bronches, les poumons se nettoient moins bien. Enfin, il y a quelque chose d'anecdotique qui est une diminution de la surface alvéolaire. L'alvéole, c'est l'interface entre l'air et le sang qui va permettre d'oxygéner le sang avec d'oxygéner le sang simplement, hein, à travers cette interface. Il y a une diminution de 0,27 m² par an, mais c'est tout à fait anecdotique puisque si nous déplissons toutes nos alvéoles, nous avons 100 m². Nous avons un court de tennis au niveau de la surface alvéolaire. Donc ce n'est pas quelque chose de significatif du tout. Après nous être intéressés aux particularités anatomiques du vieillissement de l'appareil respiratoire, on va s'intéresser au vieillissement de la fonction pulmonaire. L'observation de la fonction pulmonaire et des mouvements respiratoires, habituels ou forcés, va permettre d'individualiser des capacités et des volumes. Vous avez d'abord la capacité pulmonaire totale, hein, qui est le volume contenu dans les poumons après un effort inspiratoire maximal. Si on inspire à fond, c'est le volume qui est au niveau des poumons. Si au contraire on expire à fond, on ne va pas vider tous les poumons, il va rester une quantité d'air piégé dans les poumons qui est le volume résiduel. Si à partir de ce volume résiduel, vous inspirez à fond, hein, donc la quantité que l'on peut mobiliser entre une inspiration maximale et une expiration maximale, c'est la capacité vitale. C'est tout ce qu'on peut mobiliser. Alors, normalement, on ne mobilise pas tout ça, hein. Normalement, quand on respire normalement, il y a ce qu'on appelle le volume courant. C'est-à-dire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, sans forcer, hein, et le volume courant, c'est ce volume que l'on mobilise normalement. Mais si on force et on inspire à fond, on a un volume de réserve inspiratoire, et si on expire à fond, aussi on a un volume de réserve expiratoire. Il y a une dernière capacité qu'on étudie aussi, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le volume présent dans les poumons à la fin de l'expiration normale.
Concernant aussi les débits, il y a un autre élément important qui est le VEMS, le volume d'expiration maximale par seconde. On demande au patient d'expirer au maximum d'air pendant une seconde. Ça, c'est un paramètre qui dépend de l'ensemble, cage thoracique, muscle respiratoire et voie aérienne. Et ce VEMS est assez utile, par exemple, chez les asthmatiques ou en cas d'asthme grave ou de crise d'asthme sérieuse, ce VEMS va s'effondrer et c'est un facteur de décision par rapport à une prise en charge en urgence hospitalière, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le vieillissement? Avec le vieillissement, eh bien, la capacité pulmonaire totale est constante. Mais, qu'est-ce qui se passe? On a dit que le vieillissement, c'est une diminution des réserves. Et donc, il y a une diminution du volume de réserve expiratoire et du volume de réserve inspiratoire. Ce qui fait qu'il y a une diminution de la capacité vitale. Et une augmentation du volume résiduel, donc de la quantité d'air piégé dans les poumons. Donc, on peut moins mobiliser d'air volontairement en cas de besoin. Il y a également une diminution du VEMS, donc puisque, bien entendu, il y a plus de rigidité de la cage thoracique, les muscles qui fatiguent, etc. Logiquement, il y a une diminution du VEMS. Finalement, on va parler du vieillissement des échanges gazeux. Donc, il y a une diminution progressive avec l'âge de la pression artérielle en oxygène, avec une formule qui, en gros, fait 100 moins H sur 3. C'est important. On voit bien que chez une centenaire, par exemple, la PaO2, la pression oxygène normale, elle est à 67. Alors que chez un adulte jeune, on est plutôt autour de 80-85. Donc vous voyez que des chiffres qui peuvent paraître tout à fait anormaux à 50 ans sont normaux à 100 ans, donc il faut bien tenir compte de l'âge quand vous récupérez un paramètre biologique. Le dernier élément dont on va parler, c'est la consommation maximale d'oxygène, qu'on appelle la VO2 max, qui est la quantité d'oxygène qu'on peut exploiter au niveau de l'organisme pour faire un effort. Elle est de 45 ml par minute par kilo à 20 ans, puis diminue de 10% par décade, donc 60% de moins à 80 ans. Donc 18 millilitres minute kilo. Donc on a beaucoup moins de la capacité justement de consommer de l'oxygène pour faire un effort qui explique la moindre endurance chez une personne âgée. Bien entendu, si cette personne a 20 ans, c'était un athlète de haut niveau ou quelqu'un qui avait des capacités exceptionnelles, il lui restera de bonnes capacités à 80 ans puisque ce sera 62% de moins de ce qu'il y avait à 20 ans. Donc c'est au niveau individuel cette variation chez une même personne. Nous allons aborder maintenant le vieillissement du système nerveux. Donc, comment est-ce que le système nerveux va vieillir? Principalement, c'est un ralentissement de la conduction synaptique, donc de l'échange des signaux entre les nerfs, les cellules nerveuses, et par donc une augmentation du temps de réaction, c'est logique, ce qui influence toutes les fonctions du système nerveux central. En particulier, il y a une vulnérabilité aux agressions qui va déstabiliser plus facilement la personne âgée et un risque de syndrome confusionnel qui est un état de décompensation cérébrale brutale où le patient va se retrouver dans un état proche d'un état démentiel, c'est-à-dire comme un patient alzheimerien, sauf que ça s'installe très rapidement, qu'il y a d'autres particularités au syndrome confusionnel, qui sont l'inversion du rythme veille-sommeil, les fluctuations de la conscience, l'obnubilation de la conscience, une sorte d'état second, et la perplexité anxieuse, où le patient se demande qu'est-ce qui lui arrive. Et on va mettre plus ou moins de temps à sortir de ce syndrome confusionnel. C'est un vrai problème de santé publique puisque c'est un syndrome qui survient assez fréquemment en hospitalisation et qui peut prolonger la prise en charge parce que certains patients vont sortir de ce syndrome confusionnel en quelques jours, d'autres peuvent mettre nettement plus longtemps, 2-3 semaines, voire plus. Tout d'abord, on va parler de la mémoire et du système nerveux. Bon, on sait déjà qu'au départ, il y a une grande variabilité interindividuelle, donc on n'est pas tous égaux, question mémoire. Vous avez des gens qui peuvent lire un texte une fois et le retenir immédiatement, alors que la plupart des mortels, dont moi par exemple, nous avons besoin de lire plusieurs fois le texte pour pouvoir le mémoriser. D'autre part, chez la même personne, bien sûr, la performance de la mémoire peut varier d'un jour à l'autre en fonction de divers facteurs, l'attention, la motivation, les fonctions sensorielles, la qualité du sommeil, l'humeur, l'entraînement à mémoriser. C'est clair qu'en fin de soirée à 4 heures du matin, demander à quelqu'un de mémoriser et de se concentrer, les performances seront moins bonnes, nécessairement. Il y a aussi la question de la motivation, de l'attention. On va retenir des informations qui nous intéressent, ou qui nous concernent de façon concrète, alors que des choses plus légères ou
plus triviales, hein, on va avoir tendance à moins les retenir. Alors, avec le vieillissement normal, hein, vieillissement physiologique, il y a une possible atteinte modérée de la mémoire des faits récents, qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est par exemple, je fais un numéro de téléphone, c'est occupé, j'ai à refaire le numéro de téléphone, hein, et entre-temps, j'oublie ce numéro. C'est vrai que maintenant, avec nos portables, tout est mémorisé par le portable, mais je vous donne une situation possible, hein, qui peut se présenter. La deuxième chose, il y a une possible atteinte modérée de la mémoire à long terme, surtout ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui sont les souvenirs en fonction d'un temps et d'un lieu, hein, alors que la mémoire immédiate et sémantique, hein, sont toujours intactes, voire meilleures, puisque avec l'expérience, on a du vocabulaire et des connaissances générales. Là, je vais développer les deux concepts de mémoire épisodique et de mémoire sémantique, hein. La mémoire épisodique, donc, c'est un souvenir en fonction d'un temps et d'un lieu, c'est-à-dire je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai fait avant-hier. Vous voyez, donc, c'est fonction d'un temps et d'un lieu bien déterminé, hein. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances générales. Elle est indépendante du temps et du lieu, hein. Par exemple, pour ma part, je sais qu'on fait le vin avec du raisin, mais je suis incapable de vous dire où et quand j'ai appris cette information, tout simplement parce que je l'ai stockée avec ma mémoire sémantique, hein. Donc, chez les personnes âgées, avec le vieillissement, la mémoire sémantique elle est conservée, voire meilleure, bien sûr, parce qu'on a accumulé des connaissances générales, du vocabulaire. En revanche, la mémoire épisodique, elle peut être légèrement touchée. Légèrement seulement parce que quand la mémoire épisodique est fortement touchée, ça, c'est suspect de démence. En particulier, la maladie d'Alzheimer se caractérise par une atteinte sévère de la mémoire épisodique, hein. Mais bien sûr, tout est une question de proportion. Ce n'est pas parce qu'une personne de 90 ans a une atteinte modérée de la mémoire épisodique qu'elle va développer un Alzheimer. Ça peut faire partie du vieillissement normal. On va maintenant parler du sommeil, hein. Il faut savoir que la durée du sommeil diminue, hein, c'est physiologique avec le vieillissement, donc elle diminue avec l'avancée en âge et son organisation est modifiée. Le sommeil est fragmenté, il y a des micro-éveils, hein, et il y a une altération qualitative du sommeil paradoxal, hein, donc le sommeil qui se caractérise par les rêves et en particulier c'est le moment où on se repose sur le plan nerveux. C'est important de savoir que vous ou moi, nous ouvrons les yeux une quarantaine de fois pendant la nuit et nous ne nous rendons pas compte parce que c'est inférieur à une seconde. Il faut savoir que cette période d'ouverture des yeux peut s'allonger et les patients âgés ou très âgés s'en rendent compte. Donc il y a cette impression effectivement de s'être réveillé plusieurs fois pendant la nuit. La deuxième chose, on sait que le sommeil est composé de plusieurs cycles de sommeil superficiel, profond et ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil le plus profond, mais le plus réparateur, hein, sur le plan nerveux, neurologique, hein. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on rêve, c'est à ce moment-là qu'il y a, on l'appelle paradoxal parce que lors des recherches, on s'est rendu compte que les yeux bougent, donc les globes oculaires bougent sous les paupières qui sont fermées, mais donc c'est pour ça, d'où le terme paradoxal. Donc c'est le sommeil le plus profond et le paradoxe, c'est qu'il y a du mouvement. C'est important de savoir que vous et moi, on dort pour reposer nos nerfs, pas nos muscles. Les seuls qui dorment pour reposer leurs muscles, c'est les athlètes de haut niveau, les athlètes olympiques, hein. Nous, quand on est fatigué à la fin de la journée, c'est la jonction neuromusculaire qui est fatiguée, c'est pas le muscle en lui-même. Donc nous dormons pour reposer nos nerfs, d'où l'importance, hein, d'avoir assez de temps de sommeil paradoxal pendant la nuit. Il faut savoir qu'il y a des vieux médicaments, des vieux somnifères, qu'on appelait les barbituriques, qui ont été interdits du marché, qui ont été complètement retirés du marché, hein, il y a quand même de nombreuses années, parce qu'on s'était rendu compte qu'avec ces médicaments, il n'y avait pas de sommeil paradoxal. Donc les gens avaient l'impression de bien dormir toute la nuit, mais ils se réveillaient complètement crevés, épuisés, tout simplement parce qu'ils avaient été privés de sommeil paradoxal, donc ils avaient dormi, mais les nerfs ne s'étaient pas reposés pendant la nuit. Autre élément, la soif, hein, et le système nerveux. Donc, il y a une diminution de la sensibilité des osmorécepteurs hypothalamiques, donc deux capteurs qui sont responsables de la sensation de soif, hein. Donc, ce qui explique l'émoussement de la sensation de soif chez le sujet âgé déshydraté, hein, ce qui, bien sûr, le met en danger de prolonger cette déshydratation ou de même l'aggraver avec toutes les complications que ça peut entraîner. Voilà pourquoi il faut inciter régulièrement des personnes âgées, en particulier les très âgées, à boire, hein. Un système, c'est de mettre une bouteille d'eau sur, voilà, sur l'adaptable du patient, hein, en début de journée et voilà, négocier avec le patient que cette bouteille, elle doit
être vide à la fin de la journée. Et bien sûr, ne pas remplir de nouveau la bouteille pour fausser la mesure, hein, mais il y a différents systèmes pour inciter la personne âgée ou très âgée à boire. L'équilibre, il y a une baisse de la sensibilité proprioceptive, donc la position du corps dans l'espace. Hein. Nous, automatiquement, on a une bonne sensibilité proprioceptive, hein, l'adulte jeune ou très jeune, c'est-à-dire on sait exactement par d'une façon, je dirais, intuitive, d'une façon automatique, comment sont, de combien sont combien est la flexion de nos genoux, de nos coudes, etc. Cette sensibilité diminue chez les personnes âgées. Il y a aussi une altération des récepteurs vestibulaires qui sont dans l'oreille interne, donc qui sont responsables de la sensation d'équilibre. Donc vous voyez que comme il y a moins d'informations, moins de fiabilité dans les informations à la fois du corps dans l'espace et de l'équilibre, il y a un risque de chute qui est majeur après 85 ans, et ce n'est pas quelque chose de pathologique. Encore une fois, ça fait partie du vieillissement normal. Et d'ailleurs, quand on fait des bilans de chute chez les personnes âgées, c'est assez ingrat parce que dans la moitié des cas, on ne trouve pas de cause évidente. Simplement qu'il y a eu de la malchance ou bien il y a eu une situation où le vieillissement du système nerveux a prédisposé cette personne à faire une chute. Nous allons maintenant parler du vieillissement des organes des sens. On va commencer par l'œil et la vision. Donc, il y a avec le vieillissement une diminution de l'acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité à séparer deux points très rapprochés, mais qui sont quand même deux points indépendants l'un de l'autre. Il y a une diminution de la sensibilité au contraste. Donc, chez l'adulte jeune, on va pouvoir montrer 5-6 tons de gris successifs et on va voir le dégradé. Les personnes âgées ou très âgées ne vont pas voir 5-6 tons, ils vont voir 2 ou 3. Donc, cette sensibilité au contraste diminue. Il y a aussi un rétrécissement du champ visuel par le vieillissement du système optique. Donc, tout ça influe sur la perception visuelle de la personne âgée. Il y a même eu des expériences où on a fait porter à des jeunes des casques avec une vitre un peu floue et un casque qui réduit la vision sur les côtés. Et on a donc fait artificiellement vieillir leur vision de plusieurs dizaines d'années d'un coup. Et bien sûr, c'était impressionnant pour ces personnes de se rendre compte que c'était beaucoup moins performant que leur vision actuelle. Sinon, il y a également un rappel anatomique sur cette diapositive avec le globe oculaire, la sclérotique qui est à l'arrière de la chambre oculaire, la rétine qui est donc l'écran sur lequel va se projeter l'image, et la partie la plus sensible de la rétine, c'est la macula, qui est la partie vraiment la plus efficiente pour les détails fins. Le nerf optique, bien sûr, qui va alimenter, enfin qui va conduire l'influx nerveux, l'humeur vitrée qui est dans le globe oculaire, et à l'avant du globe oculaire, la cornée, le cristallin, l'iris, l'humeur aqueuse, et puis les muscles, qu'on appelle corps ciliaire, qui sont reliés au cristallin par des ligaments, qu'on appelle les onules.